Le Sens des affaires est un balado présenté par la Fédération des chambres de commerce du Québec. Au cours des prochains épisodes, nous irons à la rencontre de la communauté d'affaires pour discuter de différents thèmes qui marqueront le futur des organisations québécoises. Alors bonjour à tous, je suis Charles Milliard, PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Donc on se retrouve pour un nouvel épisode de notre deuxième saison du Sens des affaires. Alors aujourd'hui, on aborde un sujet très cher à mon cœur, très important pour la communauté d'affaires au Québec, la question du reprenariat. Une question qui, à plusieurs égards, soulève des inquiétudes, mais qui, si on est positif, regorge d'opportunités pour plusieurs personnes en affaires et pour l'ensemble de nos régions au Québec. C'est un sujet qui demande l'attention de tous nos décideurs, de notre base d'affaires au Québec. Alors, on va essayer dans les prochaines minutes de vous sensibiliser à la fois de façon théorique, de façon pratico-pratique sur cette réalité-là qu'on a au Québec. Alors, je suis entouré aujourd'hui du PDG de l'organisme qui est mandaté par le gouvernement du Québec pour pérenniser justement les entreprises québécoises, qui s'appelle le Centre de transfert d'entreprises du Québec, le CETEQ. Je suis aussi accompagné d'une repreneur du milieu de l'architecture qui a choisi, elle, concrètement, de relever le défi d'assurer la relève de son entreprise. Alors, on va discuter, nous trois ensemble, des défis et des réussites qui marquent ce sujet-là qui est, encore une fois, je le mentionne, crucial au Québec. Alors, j'ai la chance donc d'avoir avec moi le directeur général du CETEQ, M. Alexandre Olive, et Mme Christelle Flamand, qui est à la tête de Prisme Architecture et qui est aussi présidente du comité infrastructure et construction à la Fédération. Alors, bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour Charles. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, Alexandre, je vais commencer avec toi. Premièrement, parle-nous de l'état actuel du reprenariat au Québec. À quel point c'est un phénomène qui est en croissance, qui est important dans la vie et la survie du tissu entrepreneurial québécois? Effectivement, sujet très important pour notre économie. Quelques chiffres, je vais commencer avec ça. On parle de 16 000 entreprises là, qui cherchent à vendre, 16 000 entrepreneurs qui cherchent à vendre leur entreprise par année. Projeté sur 5 ans, on n'est pas loin de 80 000. On avait fait, nous, une estimation il y a quelques années. On avait évalué ça aux alentours de 34 000. On était très conservateurs. Donc, année après année, les intentions de transfert se démultiplient. Donc, ça ne s'améliore pas, la situation. Ça s'intensifie à chaque trimestre. Il y a 3 grands types de transferts. Là, je peux peut-être en faire une petite parenthèse. C'est que tu as 60% de toutes ces entreprises-là, c'est du transfert externe. Ça veut dire que 60% des entreprises au Québec n'ont pas de plan de relève. Donc, c'est très important. 25%, c'est du transfert familial. Et puis, 15%, c'est du transfert interne. Voilà. Donc, c'est un enjeu très important, effectivement. Puis quels sont les principaux défis, les avantages de considérer le reprenariat versus, exemple, évidemment, la création d'une entreprise? Donc, on a des gens qui veulent être en affaires, ils peuvent soit se partir quelque chose ou racheter quelque chose qui existe. Alors, quels sont les avantages et les défis reliés à ça? Mais c'est vrai qu'au Québec, depuis les années 2000, on va dire, le Québec a développé beaucoup de programmes de financement, de formation autour de la start-up. La création d'entreprises au Québec est populaire, puis à certains égards, on est même assez en avance par rapport à d'autres pays. Le reprenariat, ça fait à peine une dizaine d'années. Après une dizaine d'années, et son essor s'est accéléré depuis 2-3 ans. La différence, c'est que, je vais commencer par les défis. La différence, c'est que le processus de reprise d'entreprise peut paraître un peu compliqué, peut être parfois compliqué si on est mal accompagné ou pas accompagné. Ça ne s'improvise pas, il y a des étapes préalables. On a une repreneur avec nous aujourd'hui qui, à mon avis, va nous en parler. Elle a l'air bien en forme, donc ça semble avoir fonctionné. Et puis, du côté donc, des cédants, de ceux qui veulent vendre ou des repreneurs, donc c'est des défis un peu différents. Par contre, si on va du côté rapidement sur les avantages, on voit surtout 3. Le premier, c'est l'accès à du financement qui est un peu plus facile. Pourquoi? Parce que on a un historique, on a des actifs, l'entreprise est existante parfois depuis 10, 15, 20, 30 ans. Il y a des ressources humaines qui sont en place. Donc, pour des investisseurs, pour des institutions financières, c'est des éléments qui sont plus concrets et qui facilitent l'accès au financement, même si l'acquisition en termes de coûts est plus élevée que la création d'une entreprise. Le deuxième, c'est que le niveau de risque est relativement plus bas. Je vous donne un chiffre, encore une fois. Depuis 2015, on a accompagné pas loin de 15 000 entreprises au CETEQ. Le taux de survie est de 87,5% après 5 ans. Ça veut dire que 5 ans après, 87,5% des entreprises qui ont trouvé un acquéreur sont encore debout. Donc, le niveau de risque est un peu sur les mêmes arguments parce que
On a un historique parce qu'on est en mesure de s'appuyer sur un marché existant. On a des fournisseurs, on a des distributeurs. Donc, l'acquisition, le processus est peut-être plus complexe qu'une création, mais on a, disons, moins de risques. Le dernier point, il est à mon avis très important aussi, c'est au niveau des ressources humaines. Pourquoi? Parce que dans une pénurie de main-d'œuvre, au Québec, c'est difficile des fois de partir une entreprise, de trouver les bons employés à la bonne place dans le bon poste. Alors souvent, il y a un avantage considérable d'avoir déjà une équipe sur le terrain qui est déjà formée, qui a une culture d'entreprise. Il y a un savoir-faire, il y a une innovation. Donc voilà, donc rapidement, c'est un peu les trois points que je verrais là. Évidemment, on ne part pas de zéro quand on rachète quelque chose. Donc, il y a des avantages à faire. C'est un peu comme une maison, en fait. Tout à fait. Est-ce que c'est juste de penser qu'on pourrait... on peut dire qu'effectivement, on devait s'attendre à peut-être avoir ces chiffres-là élevés d'entreprises à vendre parce que on sait que dans les années 70-80, beaucoup d'entreprises ont été créées au Québec. Il y a eu un boom du Québec Inc. Puis de l'entrepreneurship. Alors, ces gens-là, maintenant, ont 60, 70, 80 ans. Donc, nécessairement, veulent reprendre. Donc, est-ce que c'est un phénomène qui t'apparaît naturel d'un point de vue démographique ou il y a d'autres raisons? Tout à fait. Ben, c'est la principale raison, en fait. Je dirais que actuellement, entre 37 et voire 40% dans certaines régions, des propriétaires dirigeants ont 55 ans et plus au Québec. Alors, c'est une réalité quand même très, très importante. Rajoute à ça des taux d'inflation qui sont un peu élevés. On rajoute qu'on sort d'une crise sanitaire qui a duré 2 ans et demi. On est dans un ralentissement économique. Donc, tous ces éléments poussent les cédants à vouloir vendre, à vouloir transférer rapidement. Puis le mot « rapidement » est incompatible avec le transfert. Voilà. Ça, j'en reparlerai avec toi. Mais voilà, donc ces éléments-là... Mais tu as tout à fait raison que le principal facteur, à mon avis, c'est les propriétaires dirigeants qui ont atteint un âge de prendre leur retraite. C'est le facteur numéro 1. Puis l'avantage qu'on a, c'est que je pense qu'on a un instinct entrepreneurial qui est quand même fort au Québec. Oui. Et il y a une étude qui est sortie peut-être 1 an ou 2 de HEC qui montre aussi que l'instinct entrepreneurial chez les immigrants est plus élevé aussi que chez les natifs du Québec. Donc, on a plein de gens, la conclusion de mon propos, c'est qu'on a plein de gens qui sont intéressés. Il faut bien les diriger, il faut bien les soutenir. Alors, comment on peut justement mieux soutenir le reprenariat au Québec concrètement? Mais je veux faire du pouce aussi sur ton chiffre parce que tu as tout à fait raison. Puis même au Québec, on est même en avance par rapport au reste du Canada. 35% de nos PME au Québec sont issus d'un transfert. Le reste du Canada, on est aux alentours de 25%. Donc, c'est une bonne nouvelle. On transfère quand même plus au Québec. Il y a une culture du reprenariat un peu plus développée. Il reste beaucoup à faire vu la quantité d'entreprises qui sont disponibles. Pour revenir à ta question qui était... Comment mieux soutenir finalement le reprenariat? Okay. Donc, évidemment, j'imagine que vous avez un rôle à jouer important là-dedans au CETEC. Oui, c'est un des mandats très importants. En fait, je pense qu'au Québec, au même titre qu'on a eu une culture, je reviens sur ce que j'ai dit un petit peu il y a quelques minutes, on a eu une culture du démarrage d'entreprise. Je pense que reprendre, c'est aussi entreprendre. Donc, il y a une culture du reprenariat à développer d'une façon large qui ne doit pas être portée uniquement par les pouvoirs publics. À mon avis, il y a aussi des partenaires, des entreprises, des écoles, des institutions financières qui doivent s'intéresser à ce sujet-là à tous les niveaux. Donc, je pense que d'une manière générale, c'est la raison pour laquelle on a créé la table nationale sur le reprenariat. Il y a la semaine nationale du reprenariat qui va avoir lieu aussi fin avril, début mai. Donc, je pense que c'est tout un écosystème qui doit se mettre en route, qui doit s'intéresser. Tout le monde a je dirais, un bout de chemin à faire pour accélérer ça. Et puis, c'est la question de la protection de tous nos fleurons aussi, des entreprises significatives qui ont un impact aussi dans nos régions. Alors, on ne parle pas forcément toujours de la grosse entreprise ou de la grosse PME. Je dirais les 70% des PME qui sont à transférer au Québec ont moins de 20 employés. Donc, on est dans la très petite entreprise, mais qui ont un impact majeur pour l'économie du Québec. C'est important, même si on est dans un contexte de commerce international, qu'on est une nation exportatrice, c'est important de garder le maximum de propriété dans les mains de gens d'ici aussi, hein, pour des raisons politiques, des raisons économiques évidentes. Donc, on pourrait dire reprendre avant de se faire prendre. Mais c'est un bon point, effectivement.
Tu as parlé tantôt de la Semaine nationale du repreneuriat, de la table nationale. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de ces initiatives-là qui sont nouvelles, puis dont vous êtes des instigateurs, entre Ouais. autres. Puis je salue ça d'ailleurs parce que ça rend la chose encore plus visible. Ben écoute, c'est un appel à tous qu'on a fait, une idée un peu saugrenue de dire on va créer une semaine nationale au Québec, la semaine nationale du repreneuriat. Écoute, on est rendu à plus de 50 organisations, dont la Fédération québécoise des municipalités, le Conseil du patronat, le regroupement des jeunes chambres de commerce. On a vraiment beaucoup de joueurs qui ont répondu. Alors, durant cette semaine-là, qui va avoir lieu fin avril, début mai, tous ces joueurs-là vont à leur façon souligner le repreneuriat. Alors, on va avoir une multitude d'activités qui vont avoir lieu. Donc, c'est une belle fierté. Puis surtout, je sens que les partenaires ont embarqué dans cette idée et c'est relativement plaisant. Donc, voilà, c'est une belle façon de souligner le repreneuriat, je trouve. C'est vrai, plusieurs partenaires s'impliquent. Tu as mentionné le regroupement des jeunes chambres parce qu'évidemment, on peut penser avec raison que ça intéresse plusieurs jeunes de se lancer en affaires, Ouais. de reprendre des entreprises, mais c'est pas seulement une histoire de jeunesse. Non. Il n'y a pas d'âge pour se lancer en affaires, puis je pense que le repreneuriat peut intéresser des gens de tous âges. Si quelqu'un est à l'écoute et désire se lancer là-dedans, ça serait quoi la première étape concrètement qu'il pourrait mettre en place pour amorcer un processus comme ça, selon toi? Je pense que la première étape, c'est de savoir bien s'entourer. Bien se préparer, bien s'entourer, parce que les étapes d'un transfert peuvent être un peu complexes, un peu hasardeuses, ne serait-ce que quand on est cédant, qu'on veut vendre sa propre entreprise, on parle d'évaluation d'entreprise. C'est un peu compliqué d'évaluer soi-même sa propre entreprise. Donc, il y a des gens qui font ça, il y a des experts qui sont là, il y a des évaluateurs agréés, il y a des fiscalistes, il y a des comptables. Donc, il faut faire son plan de transfert. Il faut d'abord regarder si on a une relève familiale, non. Est-ce qu'on a une relève interne, oui, non. Et puis, si on n'a pas de relève, il existe une multitude de canaux pour trouver des repreneurs. On a l'Index, exemple, qui est la première plateforme d'achat et vente d'entreprises au Québec. Il y a toutes sortes d'organismes, dont le CETEC, mais il y a d'autres portes d'entrée aussi pour se faire accompagner. Du côté des repreneurs, je pense que ce qui est important, c'est également de bien connaître son plan de transfert, d'évaluer ses capacités de financement, puis pas s'improviser. Donc, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs étapes, mais si j'avais un conseil ou si j'avais une chose, je pense que l'essentiel du succès du transfert se fait très en amont dans la préparation. Après ça, c'est des étapes de transaction administrative qui, disons, suivent leur route, si je peux dire, mais si un entrepreneur ou des entrepreneurs sont mal préparés, ça va, disons, pas mal ralentir le processus de transfert qui peut prendre des fois jusqu'à 2, 3, 4 ans. On a vu des transferts qui prenaient 6 ans, peut être très long parfois. Oui, surtout si un entrepreneur décide un peu sur le tard de se mettre dans ce processus-là, on pense qu'il faut additionner 6 ans au processus, ça peut devenir quand même assez long. C'est un défi. Effectivement. Je voulais t'amener sur la question des erreurs que tu vois peut-être dans ce processus-là sur le terrain. Puis il y a des difficultés. Puis une des difficultés que je vois, moi, c'est l'aura de mystère souvent qu'il y a autour d'une entreprise qui serait potentiellement à vendre pour des raisons concurrentielles, pour des raisons politiques ou économiques régionales. Alors, j'imagine que ça rend la chose un peu plus, je dirais, nébuleuse dans certains cas. Là. C'est vrai qu'il y a un marché caché. C'est vrai que quand tu es un cédant, tu ne veux pas forcément mettre une pancarte sur la rue « Mon entreprise est à vendre ». Tu ne veux pas effrayer tes employés, effrayer tes fournisseurs, effrayer tes distributeurs ou tes clients. Donc, c'est pour ça que souvent, on a des cédants qui tardent et qui ont une tendance à ne pas dire qu'ils souhaitent transférer ou vendre. Donc, oui, il y a des erreurs aussi souvent et ça c'est un peu technique, mais dans l'évaluation. Le cédant a tendance historiquement à surévaluer son entreprise et puis inversement, tu as un repreneur qui des fois mal accompagné va identifier un prix de vente sans s'appuyer sur des données qui sont réellement fiables. Donc, je vous dirais que pour bien partir une discussion, des fois, avoir des spécialistes qui vous accompagnent dès le début, ça évite certaines frictions, puis ça évite l'usure de la négociation. Quand ça fait une couple de fois que tu as discuté avec ton cédant ou ton repreneur, puis tu te rends compte que les démarches sont pas si sérieuses que ça, qu'il manque certaines informations, ça part assez mal. Oui. Ça part mal. Donc, la tendance, ce serait plutôt de dire, préparez-vous bien, entourez-vous bien, puis les discussions vont aller, à mon avis, bon train et vont être beaucoup plus sérieuses et beaucoup plus faciles. Avant d'entendre Christelle dans quelques minutes, je veux t'amener sur un dossier commun qu'on partage ensemble, donc qui est évidemment la tournée nationale qu'on a annoncée sur le repreneuriat qui aura lieu tout au long de l'année 2024 jusqu'en août 2024. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on va faire concrètement ensemble dans les différentes régions du Québec pour...
le sujet. Très belle. D'abord, je suis très heureux de partager cette magnifique initiative dans les 17 régions du Québec. Principalement, évidemment, sensibiliser les entrepreneurs au repreneuriat. Il y a des experts qui vont être présents, donc des avocats, fiscalistes. Et puis, on va avoir une expérience terrain aussi. Moi, j'amène avec le CETEC maintenant 10 ans de transfert d'entreprise. Donc, on en a vu, je dirais, de toutes sortes. Donc, ça va être très intéressant pour les entrepreneurs qui vont assister à cette tournée-là, de sentir un peu, d'avoir des témoignages, d'avoir un peu, je dirais, toute la trousse nécessaire quand ils vont sortir de cette demi-journée-là, la trousse nécessaire pour bien reprendre avec des conseils et des solutions concrètes. Excellent. Alors, on fera ça au cours des prochains mois. Donc, si vous êtes sur le site fccq.ca, vous pouvez voir évidemment les différentes dates de la tournée. Si d'aventure vous écoutez ce balado durant la tournée. Alors, merci Alexandre. Merci, je me tourne vers Christelle qui, dans les prochaines minutes, va nous convaincre concrètement des bénéfices du reprenariat. Merci d'être avec nous, Christelle. Dans un premier temps, parle-nous de ton entreprise, donc Prisme Architecture. Dans quel champ d'activité, quelle expertise? Qu'est-ce que vous faites? On fait de l'architecture. Non. En fait, ça tombe bien. Oui, c'est ça, ça tombe bien. L'entreprise existe depuis 1957. On est situé à Brossard. C'est une entreprise qui est spécialisée beaucoup dans l'institutionnel public. Donc, on fait beaucoup de projets publics. Essentiellement, 95% du chiffre d'affaires, c'est des projets d'école, des projets d'hôpitaux, des projets de CHSLD. On fait beaucoup de piscines, d'arénas aussi, donc pour le municipal, mais on est vraiment concentré dans le public. D'ailleurs, on a fait plusieurs écoles dans le secteur de Montréal principalement. On est à la tête du consortium qui a revu les nouvelles générations d'écoles secondaires avec le ministère de l'Éducation, notamment. Donc, dans les dernières années, vous avez vu plusieurs nouvelles écoles secondaires se construire. On était au cœur de ce consortium-là. Donc, 16 nouvelles écoles ont été chapeautées par notre équipe, dont 4 très grosses écoles à Montréal. C'est un gros projet de société. On a travaillé en étroite collaboration avec le gouvernement pour développer ça avec la Société québécoise des infrastructures aussi, ce qui a fait en sorte qu'on a quand même passé une belle évolution. En fait, on a eu une très belle évolution de firme. On est passé en 5 ans de 20 employés à 56. C'est ça parce que les projets d'école ont eu beaucoup d'attention dans les dernières années. Mais, Et les futurs peut-être aussi. Oui, il en reste pas mal encore à faire. Mais on est 56 employés, justement. C'est une super belle équipe. On aime beaucoup ce qu'on fait. On est des jeunes passionnés professionnels qui ont à cœur le patrimoine québécois. Et on travaille toujours dans ce sens-là. Splendide, merci. Est-ce que tu peux nous amener peut-être dans ta tête un peu, il y a quelques années, pour réfléchir, qu'on comprenne ton processus de réflexion qui t'a amené à favoriser le reprenariat? Est-ce que c'est un long processus de réflexion ou c'est une idée qui est arrivée par la bande comme ça rapidement? C'est pas vraiment moi qui ai eu l'idée. En fait, moi, je suis arrivée dans la région. En fait, je suis arrivée dans le bureau qui s'appelle Vincent Leclerc à l'époque, en 2015, comme architecte, chargé de projet. Et en 2017, Vincent Leclerc m'a proposé, en fait, de reprendre l'entreprise. Faut comprendre qu'il y avait des employés qui étaient là depuis plus longtemps. J'étais en fait la dernière architecte arrivée. Donc, il y avait des architectes qui étaient là depuis 30 ans, 20 ans, qui travaillaient au sein de l'entreprise, mais qui n'avaient pas nécessairement eu la fibre entrepreneuriale, ni de leur côté, mais ni du côté du propriétaire de l'entreprise, qui n'avait peut-être pas nécessairement eu cette affinité-là ou cette confiance-là de pouvoir dire « OK, oui, j'entame mon processus de relève. » Puis c'est correct, ça, si je peux me permettre. L'entrepreneuriat, c'est pas une solution pour tous. Non, c'est correct, puis surtout en architecture, en fait, il faut comprendre qu'on est des architectes à la base. T'sais, notre travail, c'est de faire de l'architecture. Donc, quand on rentre dans une firme, c'est d'être chargé de projet. Et bien, justement, on n'a pas toute la fibre entrepreneuriale. On ne veut pas nécessairement rentrer dans la gestion d'une firme, des honoraires, d'aller chercher des contrats, tout ça. Ça devient comme une autre facette à l'entreprise. Donc, les architectes, en passant, sont encore au bureau, là, même malgré le fait qu'il y a eu une transition. C'est une des choses que je peux être très, très fière, c'est que les architectes et les employés sont encore tous là. Et donc, ont vécu la transition. Donc, bon indicateur. C'est un indicateur, comme tu dis, que c'est pas nécessairement... pour eux, ils comprenaient que c'était moi qui allais être l'entrepreneur et donc, je prenais le chapeau entrepreneur et plus seulement architecte. Puis ça les a pas nécessairement dérangés. Mais c'est ça. Vincent, il m'a offert ça 2 ans après mon arrivée. Initialement, moi, je voulais partir ma firme à Québec. On était supposé de déménager. Il m'a offert l'opportunité, au lieu de partir toute seule à Québec à zéro, pourquoi tu ne rachètes pas la firme?
Exactement ce qu'on mentionnait tout à l'heure. Donc, Mais je dirais que j'avais 33 ans, deux petites filles de 5 et 7 ans. C'était quand même un pensez-y bien. Moi, j'avais zéro connaissance en entrepreneuriat. Mais ça m'a pris un bon 6 mois à prendre la décision. Fait que c'était pas un coup de tête, c'était pas oui, on se lance. Je voyais la firme comme elle était. Je voyais ce que moi, où je pouvais l'amener. Mais là, il fallait travailler le terrain d'entente entre moi et Vincent, sa vision puis la mienne, comment on allait travailler. Mais essentiellement, le fait qu'il m'ait fait confiance, c'est lui qui me l'a offert. Donc, pour lui, il me l'a dit souvent, je voyais en toi la relève. C'est la première fois que, à travers ses 35 ans, ça faisait 35 ans qu'il était à la tête de l'entreprise, qui était une entreprise familiale, parce que lui, il l'avait eu de son père à l'époque. Puis pour lui, c'était la première fois qu'il y avait comme une réelle transition possible. Donc, c'est sûr que pour moi, c'est pas un processus qui est arrivé. J'y ai pas pensé avant. Ça m'est arrivé un peu comme sur un plateau d'argent. Mais j'ai pris le temps de l'analyser et je me suis lancée dans l'aventure avec Vincent. C'était un processus de rachat de 3 ans. On a été accompagnés, justement, pour aider là-dessus. Ça n'a pas été facile, toujours. Bien, justement, puis c'est important pour les entrepreneurs de cibler, justement, des talents à l'interne qui peuvent... Ça fait partie de leur responsabilité aussi de voir qui peut, justement, jouer ce rôle-là éventuellement. Mais évidemment, ça n'a sûrement pas été un jardin de roses total non plus. Donc, c'est quoi les défis que tu as rencontrés, si tu avais à nous en nommer un ou deux importants? Je pense que c'est... puis je t'entendais parler, Alexandre, le grand enjeu, c'est de développer quand même une certaine confiance, mais il faut vraiment que les deux parties aient une empathie envers l'un et l'autre. Parce que si l'un... au début, là, il y en a un qui veut vendre, il veut avoir le plus d'argent possible, l'autre qui veut acheter, qui est petit, qui n'a pas nécessairement les reins solides, puis qui voit ça comme une montagne. C'est sûr qu'il y a un canyon entre les deux, là. Puis il faut trouver rapidement un terrain d'entente. Oui, on peut être accompagné, mais à la base, il faut quand même que les deux entrepreneurs réussissent à s'entendre, puis à se faire confiance, puis à comprendre la réalité d'un l'autre. Parce que c'est sûr que si tout le monde tire la couverte de chacun de leur bord, ça n'arrive jamais. Puis moi, j'ai eu la chance d'être d'une famille. En fait, j'avais quand même des accompagnateurs, j'avais des fiscalistes dans ma famille, des gens qui étaient spécialisés dans les prêts d'entreprise, donc qui avaient vécu des transferts d'entreprise régulièrement. Donc, j'ai eu la chance d'être bien accompagnée parce que j'étais complètement naïvement, j'avais jamais fait ça, je connaissais pas du tout la fiscalité, mais j'ai ouvert mes œillères, j'ai dit, là, il faut que j'apprenne. Il faut rentrer dans tout ça, je pense, avec beaucoup d'humilité, comme repreneur, en se disant, on comprend rien, on va se faire accompagner, mais il faut essayer de comprendre et on avance, puis il faut se donner le temps. Souvent, l'urgence, quand il y a de l'urgence, un veut partir, veut régler trop rapidement, ça marche pas, là. Puis là, parce qu'on se le cachera pas, c'est souvent l'argent qui crée le plus grand débat. Puis le comment, les risques associés. Mais mon plus grand... en fait, je pense que la plus grande réussite, c'est ça, c'est qu'on a réussi à trouver des terrains d'entente puis à être un peu empathique un envers l'autre, à comprendre la réalité de chacun, mais de communiquer aussi, d'apprendre à communiquer. C'est sûr que c'est plus facile quand tu es interne. Quelqu'un d'externe complètement qui arrive, qui a un petit mur peut-être entre les deux entreprises, c'est différent parce que c'est vraiment un transfert pas aussi peut-être naturel. Nous, ça faisait 2 ans et demi qu'on travaillait ensemble. On se connaissait, il y avait comme une communication puis une confiance d'établie, ce qui a facilité, mais... C'est l'écoute, la compréhension, puis d'essayer d'avancer puis de trouver un terrain d'entente, c'est ça, c'est pas si facile. Ceux qui nous écoutent ne seront pas surpris d'apprendre que l'argent, c'est souvent le problème ou l'éléphant dans la pièce. C'est normal en même temps, puis je pense qu'Alexandre, au CETEC, vous partagez notre point de vue là-dessus. Il faut que fiscalement, ce soit intéressant pour les cédants de céder. Parce que pour la plupart d'entre eux, c'est leur fonds de retraite. Tout à fait. Leur entreprise, c'est leur principal actif. Alors, si on veut pouvoir faire des transferts d'entreprise, que ce soit total ou progressif, il faut que fiscalement, ce soit intéressant pour qu'on puisse le faire le plus tôt possible, tout en ne perdant pas l'opportunité de perdre la main-d'œuvre parce que fiscalement, on se rend compte qu'un transfert progressif, c'est pas facile, donc on attend un transfert total. Mais pendant ce temps-là, on peut perdre des ressources clés dans l'entreprise qui vont aller faire autre chose parce que c'est trop long. Exact. Puis en fait, moi, je le vis en ce moment parce que j'ai subi le manque de planification de la relève de l'ancien propriétaire. D'accord. Il savait très bien, il dit, je sais que je suis dernière minute, mais c'est un profil comme ça, mais encore là, le fait que on est des architectes, on n'est pas des entrepreneurs à la base. Il faut comprendre aussi en architecture, on n'avait pas le droit d'être Inc. avant 2015. Donc, c'est vraiment des sociétés en nom collectif. Ouais. C'était des firmes. Donc, c'est vraiment un fonctionnement différent.
Donc, il y a un petit peu de ça aussi, le fait que l'entrepreneuriat a changé beaucoup là, en tout cas dans notre domaine certainement depuis 2015. La notion d'affaires est rentrée beaucoup plus activement dans les entreprises d'architecture. Avant, c'était vraiment de la pratique pure et dure. C'était plus simple au niveau de la mécanique d'affaires. Maintenant, c'est complètement différent. On engage des profils beaucoup plus différents. On n'a pas que des architectes, des technologues, on a des adjointes, on a des gens en communication, on a des avocats, on a plusieurs profils. Donc, ça devient réellement une entreprise à part entière, mais comme architecte, à la base, on n'était pas comme ça, puis c'est très récent qu'on peut s'incorporer. Donc, fallait que j'accepte aussi que Vincent, à l'époque, n'avait pas cette vision-là, puis c'est normal, parce que la firme n'était pas comme ça. Mais là, moi, je voyais ce qui se tramait, si on veut, dans l'avenir, puis là, je voyais comment que ça pouvait grandir. Bien, il fallait que j'accepte qu'il allait avoir un transfert aussi d'un petit peu de modèle d'affaires au niveau de l'entreprise avec la reprise d'entreprise. Puis là, ben c'est ça, d'où l'importance de vraiment parler, de bien se faire accompagner, puis de planifier. Donc là, lui, il n'avait pas planifié sa retraite. Moi, je me suis dit, même si je vais avoir 40 ans cette année, je suis quand même une jeune entrepreneur. Toutes ces réponses. Bref, oui, c'est ça. Et je planifie déjà maintenant mon plan de relève pour commencer à structurer. Le reste, exceptionnel. Ben oui. Mais c'est bien. Ben, quand on apprend des erreurs peut-être ou du vécu. Puis c'est important, je pense, d'avoir, comme je dis, l'humilité de. Mais là, je me retrouve dans les souliers de Vincent assez tôt dans le processus. Parce que c'est moi qui est le cédant éventuellement. Donc, c'est d'essayer de comprendre la réalité, la prise de risque. Puis la réalité maintenant, les chiffres d'affaires sont plus élevés. Fait que de prendre des petites bouchées à la fois, ça va être beaucoup plus facile d'avoir une transition vers une reprise d'entreprise qui est plus équitable, en fait. Alexandre, la réflexion de Christelle de le faire à son âge, ça te surprend? Malheureusement, c'est pas la norme. Exactement. Malheureusement, bravo, parce que ce serait un cas d'école et je pense que si tous les entrepreneurs qui acquièrent une entreprise devraient avoir pas loin dans leur tête un esprit de relève. Ça, c'est très, très important. Est-ce que je peux relancer ça? Parce que tu as amené un point que je trouve vraiment très, très intéressant, que ça a pris plusieurs années dans ton cas pour préparer cette transition. Est-ce qu'on parle beaucoup de la transaction, puis on parle beaucoup du transfert. Mais la notion de post-transfert, dans ton cas, doit être assez intéressante parce que j'imagine qu'avec le cédant, il y a des contacts qui sont encore présents. Ça a dû prendre, je ne sais pas s'il est encore avec toi dans la société. Non. Mais non. OK. Donc, il a quitté, lui, assez rapidement parce que... Oui. Puis pourquoi je te pose cette question-là, c'est qu'on est en train de mener, nous, un projet de recherche sur ça, sur la notion de post-transfert. C'est-à-dire que les besoins ne s'arrêtent pas juste la journée où l'entrepreneur acquiert l'entreprise. Il y a souvent des besoins, il y a un service, il y a un accompagnement tellement important. Oui. Des fois, le cédant reste pendant plusieurs mois, voire quelques années, parfois, au sein de l'entreprise. Donc, il y a besoin d'accompagnement. Donc, je voulais avoir un peu ton son de cloche par rapport à ça. Bien, c'est sûr que c'est l'idéal. Dans mon cas, je dois dire que tout est arrivé un petit peu en même temps. En fait, quand j'ai acheté, c'était en 2018. On était 20 employés. On avait comme un chiffre d'affaires quand même assez stable depuis plusieurs années. Et là, Vincent m'est arrivé... Mais Vincent avait quand même 64 ans. Lui, il était très proche de la retraite. Il voulait prendre sa retraite dans 3 ans. Donc, le deal qu'on avait, c'était une reprise en 3 ans. Donc, au moment de la vente, c'était vraiment... De la première tranche, c'était déjà... on avait géré les 2 autres options de rachat dans le 3 ans. Et bien là, à travers tout ça, il y a la pandémie qui est arrivée. Puis il y a des gros mandats, donc on a subi une croissance dès la 2e année. Moi, j'avais fait un plan stratégique. J'avais dit à Vincent, quand je rentre là-dedans, moi, arrête-moi pas, par exemple. En fait, la belle confiance qu'on a eue, c'est que je lui ai dit, oui, je le prends, j'accepte de reprendre l'entreprise, mais il faut que tu me laisses aller parce que c'est moi qui reste après. Et toi, tu es là pour me mentorer, justement, m'aider puis m'accompagner. Pour lui, ça a dû quand même été un petit un recul, sauf que parce qu'il voyait comment ça allait, il avait confiance, il savait que je pouvais l'amener, puis rapidement, on a eu des nouveaux contrats, on a eu, dès la première année, une bonne croissance de chiffre d'affaires, et après ça, dès la 2e année, une très grosse, il a fallu aller chercher 20 employés de plus, on a doublé notre staff, il fallait avoir des nouveaux bureaux, donc il a vu rapidement qu'il avait raison de me faire confiance, puis qu'il était encore dans l'entreprise, mais la pandémie
a bousculé beaucoup de choses. Il a fallu qu'au jour au lendemain, on envoie tous nos employés en télétravail. On était en pleine croissance, en début de mandat avec les écoles secondaires au niveau du gouvernement. Pour lui, ça a été un moment, je pense, assez drastique de clash, là, si on veut. Là, moment de vérité. On vivait une croissance et une pandémie. C'était trop de nouveau, je pense. Fait que j'ai comme dit à Vincent, c'est correct. Puis sa femme était malade un peu. Donc, j'ai dit, c'est correct, tu peux aller à la maison. Je vais y aller. Puis je vais t'appeler au besoin. Fait qu'à la fin, je dirais, il était déjà un petit peu parti, mais je pense qu'il aurait voulu rester un peu plus longtemps. Mais là, il s'est rendu compte que ça partait comme exponentiellement. Mais il y a eu quand même l'humilité d'admettre que, écoute, là, ça me dépasse, je vais la laisser aller, je vais être là à ses besoins ou il va suivre mes besoins finalement. Ce qui est quand même un bon mentorat aussi, d'accepter quand on est peut-être plus d'une grande aide, mais j'ai encore des super bons contacts avec Vincent, on se parle encore, ça n'a pas toujours été tout rose, mais finalement, on se respecte encore dans tout le processus, puis il me le dit régulièrement à quel point il est content et il est fier de voir l'entreprise maintenant comment qu'elle est, régulièrement. Là. Évidemment, il n'y a pas d'histoire unique sur la relation qu'on peut nouer avec le cédant, mais tu mets un visage sur cette réalité-là avec l'exemple que tu nous donnes aujourd'hui. On approche de la fin. En terminant, peut-être la question ultime en quelques secondes, est-ce que tu recommanderais donc à tes meilleurs amis d'aller dans le monde du repreneuriat? C'est difficile comme question parce que ça dépend de la personnalité. Je pense quand même que ça prend une gestion... Il faut être capable d'avoir une certaine... on le dit souvent, là, le flair, le business, là, c'est pas donné à tous. Donc, il y a comme une tolérance au risque qui doit être un peu plus grande. Il y a une acceptation de foncer même devant l'inconnu, c'est ça, d'accepter de ne pas tout contrôler. C'est pas donné à tous. Donc, je dirais pas allègrement à tout le monde. Je crois qu'il faut vraiment avoir ce pas de recul, de reconnaître les types de personnalités qui sont capables de reprendre des entreprises versus d'autres qui sont d'accepter qu'on n'a peut-être pas le bon type de personnalité. Des fois, ça ne fait pas en sorte qu'on n'est pas des entrepreneurs. On peut être en partie entrepreneur ou assisté ou à plus petite échelle, mais ça prend, on le dit souvent dans les structures, il y a des visionnaires qui sont les présidents, les directeurs généraux. Il y a quand même des profils qui montrent, mais qui sont vraiment reliés à leur personnalité. Une personnalité, ça peut se travailler, mais il y a des choses qui s'apprennent malheureusement pas tant que ça. Là, donc, je pense qu'une façon de voir si c'est fait pour nous, c'est de se renseigner, de se documenter sur qu'est-ce que c'est. Donc, évidemment, il y a ce balado que vous pouvez réécouter jusqu'à la fin des temps. Mais vous pouvez aussi aller sur le site du CETEC, entre autres, sur le site de la Fédération, fccq.ca, pour aller chercher de l'information là-dessus. Et évidemment, participer aussi à notre tournée nationale, disons-le, qu'on fait sur le repreneuriat. Alors, Alexandre et Christelle, je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous, d'avoir mis en lumière cet enjeu-là qui est très important au Québec. Et je vous remercie donc pour votre présence à tous et à toutes aujourd'hui. Merci Charles, merci Christelle. Merci Alexandre. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que cette conversation a été enrichissante pour vous. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, abonnez-vous dès maintenant à notre balado Le sens des affaires pour être au rendez-vous des prochaines discussions captivantes.